Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année 2026 dans votre émission Politico qui revient sur les faits qui ont marqué l'actualité en République démocratique du Congo durant les 7 derniers jours. Et l'année 2026 commence fort en RDC avec beaucoup de sujets d'actualité. Avec mon invité ce soir, on va revenir notamment sur le processus de paix, nouveau rebondissement avec un retour à Luanda. Félix Tshisekedi reçu 2 fois au début de cette année par son homologue angolais. Pour quelles raisons? Lui-même nous précise que ce n'est pas un nouveau processus. Qu'est-ce qu'il fait alors à Luanda alors qu'un accord a déjà été signé à Washington avec Paul Kagame et à Doha avec les rebelles du M23? On essaiera de tirer le vrai du faux dans cette émission. On parlera aussi de l'opération Kanyama KCC qui continue à ramasser des jeunes dits délinquants dans l'espace Grand Katanga. On parlera aussi de ce qui se passe dans la zone minière au Katanga où on a d'abord commencé par suspendre l'exploitation artisanale, puis autorisé à nouveau, mais les désordres continuent. Les parents hésitent encore à envoyer leurs enfants à l'école parce qu'il y a des menaces sur leur sécurité. On y reviendra en détail avec mon invité qui est ce soir, M. Crispin Saloumou, analyste indépendant. Bonne arrivée. Merci beaucoup, M. Alain. Merci pour l'invitation. Est-ce que nous sommes enfin de retour en dictature? Merci bien pour la question, mais permettez d'abord que je profite de cette occasion pour souhaiter le meilleur à tous ceux qui nous suivent à travers Mikouba Radio et Télévision, et particulièrement à la population de Kolwezi et du Loraba dans son ensemble. C'est une première depuis 2026 et j'en profite de cette opportunité pour cela. Vraiment, je souhaite le meilleur et bonne année à tout le monde. Est-ce le retour à la dictature? Je dis, comme vous aimez bien que j'aille directement à la réponse, ça m'arrangerait. J'ai dit non. Pourquoi? Puisque les éléments que nous allons étayer ici pourront non seulement confirmer notre position, mais également aider l'auditoire à comprendre que nous ne faisons pas un retour ou un recul vers la dictature. On n'est pas des retours en dictature, pourtant toutes les voix discordantes semblent être réduites au silence. Dernièrement, une série d'arrestations non expliquées officiellement ont été signalées. Chadari, leader du parti d'opposition PPRD, a été enlevé nuitamment chez lui. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où il est. Il n'a pas assez à sa défense, donc ses avocats. Il y a le jeune leader Nathanaël Onokomba qui lui aussi a récemment été enlevé aussi, sans que le motif de son interpellation soit donné ni à ses proches ni à ses avocats. Personne ne sait où ils sont. Je ne vais pas non plus revenir à l'enlèvement de l'autre qui est du PPRD, Camizelo, dit le maîtrisable. Lui, carrément, il a été enlevé dans un milieu public avant que plusieurs semaines plus tard, il soit humilié dans cette vidéo qui a été publiée, on ne sait par qui, vidéo dans laquelle il demandait pardon aux institutions de la République. Je repose ma question, là ne sont-ils pas les faits qui confirment que nous sommes de retour dans un État qui n'est pas de droit, donc une dictature? Merci bien, M. Alain. N'étant pas porte-parole de la majorité au pouvoir, mais également ne faisant même pas partie des partis politiques ou des regroupements de la majorité au pouvoir dite Union Sacrée, je fais une analyse tout à fait objective, puisque je ne parle pas de mon camp politique. Très bien. Mais, M. Alain, vous venez d'évoquer des cas ici, je crois pratiquement 5 cas. Je voudrais ici commencer par revenir sur un fait. Vous savez, dans la vie politique de tout État, généralement, lorsqu'il y a des questions qui touchent aux politiques, c'est plus les émotions qui sont passées les premières plutôt que la raison. Ne maîtrisant pas les fonds qui ont fait que ces citoyens que vous venez de citer ici soient interpellés, et même par quel service particulièrement, moi je reste plutôt dubitatif sur des prises de position, qu'elles soient de leur parti politique ou regroupement, et même de certains compatriotes. Et connaissant comment et souvent les services de sécurité fonctionnent dans notre pays
depuis des lustres, puisque ce n'est pas hier ou avant-hier que cette manière de kidnapper les gens, d'enlever les gens, entre guillemets, se vivrait. Ne connaissant même pas les services qui ont mis la main sur ses compatriotes, j'aurais du mal, moi, à dire qu'ils avaient été enlevés pour des raisons inconnues. J'aurais du mal, moi, à dire que nous revenons vers la dictature, d'autant plus que je ne sais pas les raisons qui ont fait que ces compatriotes soient interpellés. Pour moi, je me dis, nous sommes citoyens. Si réellement les services qui ont mis la main sur ces compatriotes estiment qu'il y a des éléments qui concourraient à ce que ces compatriotes se trouvent chez eux en ce moment, ou devant les instances judiciaires, entre guillemets, puisque jusqu'aujourd'hui, nous ne savons même pas s'ils ont été amenés devant des parquets, je ne sais pas, s'ils sont au service de sécurité, ANR, ou je ne sais quel autre service. Donc, moi je pense que le mieux, et d'ailleurs là, j'interpelle les services, qu'ils soient même de sécurité, le mieux serait que ces compatriotes aient accès d'abord aux membres de leur famille, au moins que les familles sachent réellement que notre frère tel se trouve à tel endroit, à tel service, devant telle instance, pourvu d'abord que les familles soient rassurées. Ça, c'est un. Deuxièmement, s'il y a des informations ou des éléments qui feraient que ces compatriotes se soient rendus coupables de quelques infractions que ce soit, que ce service fasse diligence et assez rapidement, pourvu que ces compatriotes soient devant les institutions judiciaires et qu'une ouverture des informations judiciaires soit faite dans le bref délai, pourvu qu'ils aient accès à leurs avocats et que la procédure suive sa cours normale. Donc, ou son cours normal, s'il faudra le dire, que toutes les procédures suivent leur cours normal et que toute la République sache réellement de quoi sont poursuivis ses frères et sœurs. Monsieur Crispin Salomon, ma question était, sommes-nous revenus Nous ne en sommes dictature? pas revenus en dictature, mon ami Alain. Ça va de soi. Ça va de soi, mais justement, tout ce que... Vous voyez tous les points que vous venez de souligner, sur lesquels vous dites ne pas être informé, mais c'est sur ce point-là que nous nous basons, nous, en tant que presse, en tant que journalistes. Les informations que nous avons, c'est que, à part le cas de Kamizelou, qui, après plusieurs mois, a enfin eu accès à son avocat et sa famille a pu le voir, mais pour les autres cas, ils n'ont ni accès aux avocats, ni les membres de leur famille, donc personne ne sait s'ils sont vivants, s'ils sont arrêtés ou pas. Donc, à partir de ce moment-là, est-ce qu'on est encore dans un état de droit, là, est toute la question? Mais la dictature et l'état de droit, c'est deux choses totalement différentes, mon ami. Et là, il faudra quand même le dire. D'accord. Nous parlons des dictatures, planter les définitions. bien sûr. Nous parlons des dictatures lorsque la gouvernance est fondée sur la violation de tous les principes républicains et sur un pouvoir qui est détenu par un despote. Okay. C'est en ce moment-là que nous parlons de dictature. Et... Mais dans le cas d'espèce de notre pays, je crois que le pouvoir qui est là est issu des élections de 2023. Non, on et parle aussi, des faits, s'il vous monsieur plaît, Salomon. s'il vous plaît. Mais des mon faits. ami Alain, laissez-moi quand même vous le dire. Vous me posez la question, nous parlons des faits. Ouais. Je décortique les faits. Et je ne vais pas les faire tels que vous le voyez. Non. Très bien. Moi, je vois les faits sous l'œil du politique indépendant. Je vois les faits sous l'œil du citoyen congolais qui n'a aucun penchant. Nous parlons des faits, mais nous parlons des arrestations de nos frères ici, n'est-ce pas? Oui, est-ce que c'est fait en respect de la loi? C'est ça la question. S'il vous plaît, mon ami. Je le dis dès l'entame de mon intervention. Tous nous connaissons comment procèdent nos services de sécurité et d'intelligence dans ce pays. Okay. Et ce n'est pas hier que ce service prenait des gens comme ça. Donc, sous prétexte que ça a toujours été comme ça, non, mais je ne dis pas sous prétexte, mon ami Alain. Et d'ailleurs, mes chers Alain, nous parlons des services qui ont mis la main sur ces compatriotes, mais nous parlons de Tshisekedi, puisque finalement, je ne comprends plus rien. Peut-être que c'est Tshisekedi qui gère tous ces services, alors c'est que vous voulez dire. C'est le garant du bon fonctionnement des institutions, c'est dans la Constitution. Alors, s'il vous plaît, n'empêche, mon ami. Sous Kabila, ce que les services faisaient, c'était Kabila qui était pointé du doigt. Tout ce qu'on met sous le dos de Kabila, ce n'est pas Kabila lui-même qui les faisait directement, ce sont les services qui les géraient. C'est M. Salomon qui dit ça, ou qui avait dit ça,
ou c'est M. Alain ou quelqu'un d'autre. C'est M. Tshisekedi qui le disait quand il était dans l'opposition. Alors, je ne suis pas M. Tshisekedi. Mais moi, je suis M. Saloum. Donc, moi, j'ai fait l'analyse selon l'heure de M. Saloum et non pas selon l'heure de M. Tshisekedi ou de notre compatriote. Peut-être que cette question... Soyons clairs, soyons clairs. Je suis très clair, non, mon ami Alain. M. Saloum, soyons clairs. Et je m'excuse de revenir à ma question. Répondez-nous par oui ou un non. Comme ça, on avance. Est-ce que nous sommes dans une dictature? Nous ne sommes pas dans une dictature. Est-ce que nous sommes dans un état de droit? Nous sommes dans un état de droit qui titube. Qui titube. Bien sûr. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui veut dire que, même si nous sommes dans un état de droit, il y a certains dérapages dans ce sont les des dérapages. Mais bien sûr. L'arrestation de Chadari est Je un ne dérapage. parle pas de cela en tant que dérapage, non. Ah, c'est quoi? Mais quand nous parlons de l'état de droit, nous parlons de la vie de la nation en général, nous ne parlons pas ici de Chadari. J'ai posé sur la table des cas précis, ne parlons pas de généralité. Merci beaucoup. Mais alors là, ne revenons plus au cas de l'état de droit, puisque l'état de droit ne concerne pas Chadari, l'état de droit ne concerne pas les trois individus. L'état de droit concerne tous les Congolais, les plus de 100 millions de Congolais. Oui. Donc, je ne vais pas prendre moi ici, n'empêche, je ne vais pas prendre moi ici 5 cas spécifiques que vous venez d'évoquer ici et en conclure, faire une déduction que non, au Congo, c'est du désordre, c'est de la dictature, puisqu'il y a 5 compatriotes sur 100 millions. Il s'agit de... Attendez doucement, M. Chada, pardon, M. Salomon. Il ne s'agit pas simplement de 5 cas spécifiques, mais ce sont 5 cas qui concernent des opposants, de voix discordantes. Et donc, quand dans un régime, tous ceux qui ont un point de vue contraire sont enlevés parce que pas interpellés tel que la loi le dit, il y a un souci du point de vue démocratique. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne suis pas d'accord avec vous sur le point. Et alors? Mais laissez-moi alors répondre. Je vous laisse répondre. Je vais vite, mon ami Alain. Je répète ce que je venais de dire. Tous, nous savons comment nos services de sécurité procèdent dans ce pays depuis des années. Moi, ne maîtrisant pas les raisons, je ne saurais pas dire pourquoi ont-ils fait. Je me répète bien, c'est pour que vous compreniez que moi, Crispin Saloum, je ne dirais pas que l'interpellation de ces 5 compatriotes constituerait le seul élément sur lequel je dirais que ce pays est en violation des droits de l'homme. Ce pays est revenu dans la dictature, moins encore dire qu'il n'existe pas d'état de droit dans ce pays. Sinon, et vous et moi, nous ne serions pas sur ce plateau en train de parler si nous ne serions pas dans un état de droit. Ça, nous le savons. Donc, ici, je dis, il est vrai que ces compatriotes soient interpellés dans des conditions difficilement maîtrisables, difficilement connues par l'opinion publique. J'estime pour ma part, et je demande aux services qui ont mis la main sur ces compatriotes de faire diligence afin que ces compatriotes, s'il y a des faits qui leur sont reprochés, qu'ils soient mis devant leur juge naturel et que les familles sachent réellement où ils se trouveraient. Ne pas le faire continuerait à faire susciter toutes ces supputations et même des versions comme quoi aujourd'hui, nous sommes rentrés dans la dictature alors qu'il n'en est pas le cas. Et moi, personnellement, je le dis ici comme citoyen. Puisqu'il s'agit des services connus, moi, je ne vais pas mêler les faits, les actions, les actes de ces services sur les têtes d'autres individus compatriotes, aussi chefs des institutions soient-ils. Je ne pourrais pas le faire en tant que citoyen. Selon vous, M. Salomon, qui est censé réguler les actes de ces services-là? Mais ces services sont gérés par des responsables. Je sais que si, par exemple, au niveau Alain, il y a un administrateur général, CNC, je ne sais pas, il s'appelle coordonnateur général ou je ne sais pas comment il s'appelle. Si les responsables de ces services violent la loi, qui est censé les rappeler à l'ordre? Mais il n'y a que la justice, et à chaque niveau, il n'y a que la justice qui régule l'ordre dans la société. Qui doit saisir la justice? Et alors, mais vous parlez d'abord de quel service? Puisqu'il faudra-t-il d'abord que vous le précisiez, si vous le connaissez. C'est vous qui parlez des... Mais alors, c'est ce que je dis, puisque je sais que ces compatriotes seraient interpellés par des services publics. Ok. Oui. Alors. Ça, au moins, je sais. Ok. Et alors, si vous le connaissez, puisque moi, personnellement, c'est là où je vous ai dit, ne connaissant même pas d'où est-ce qu'ils avaient été pris, par qui, par quel service, j'aurais du mal, moi, à faire une analyse. Et ça ne vous inquiète pas? Mais le fait que, attendez, doucement, M. Salomon, le fait que dans un pays civilisé comme le nôtre, des gens puissent disparaître comme ça, c'est inquiétant.
C'est inquiétant. Bien sûr, bien sûr. Et vous condamnez cela? Mais je condamne, je le condamne. C'est pourquoi j'avais dit, si ces services qui ont mis la main sur ses compatriotes savent réellement qu'il y a des faits qui leur sont reprochés, la première des choses à faire, que ces compatriotes aient accès d'abord à leur famille, et aussi, si l'instruction, puisque là aussi je reviens sur l'instruction préjuridictionnelle, qui est secrète, c'est connu de tout le monde. Si à ce stade, l'instruction est au niveau du préjuridictionnel, mais au moins que les familles aient accès à leurs frères, que les avocats, s'ils en ont bien sûr, aient accès à leurs clients, pourvu que toute la procédure se fasse de manière légale, de manière claire, et que l'opinion publique sache réellement de quoi ils sont reprochés. Très bien. Là, au moins, nous sommes d'accord sur ce point. On a compris. De toutes les façons, la loi est claire. Peu importe l'étape où se trouve l'instruction, les prévenus doivent être accompagnés de leurs avocats. De leurs avocats et même de leur famille. Et de leur famille. Ça, c'est bien. La question a été posée au ministre actuel de la Justice. Il a dit sur la télévision nationale, je cite, qu'il a toujours donné conseil au Conseil de ministres que le gouvernement veille à ce que tout ce qui se passe dans les interpellations puisse respecter la loi. Et on espère que son conseil sera finalement suivi et que le droit des prévenus soit respecté. Restons au niveau national et parlons à présent du processus de paix. On était à Dar es Salaam, on est allé à Luanda, puis Doha, Washington. Nous voilà de retour à Doha avec le président de la République, Félix Tshisekedi, qui est allé sur place à 2 reprises, depuis le début de cette année. À Luanda plutôt, à 2 reprises. Ça, c'était la première fois. Et ça, c'est la deuxième fois depuis le début de cette année 2026. À quel sens vouer finalement? D'où viendra la solution, M. Salomon? Je vois toute cette gymnastique que fait le président de la République, qui pour moi, je le dis et je le répète puisque je l'ai déjà dit plusieurs fois, moi je ne vois pas que la solution définitive à la question d'insécurité dans notre pays, à la question d'agression de notre pays, finirait par un dialogue. Moi personnellement, je suis de ceux qui n'attendent aucune solution par un quelconque dialogue. Ça, je le dis. Et vous-même, vous voyez, vous venez d'en parler ici. Nous sommes partis de Nairobi à Luanda, Luanda, Dar es Salaam, Luanda, Doha, États-Unis. Aujourd'hui, nous revenons à Luanda. Ce n'est qu'une gymnastique inutile, puisque le fond du problème est connu, M. Alain. Le fond du problème, c'est depuis des années, le plan anglo-saxon, le plan occidental, les États-Unis et l'Europe qui ont toujours milité pour la balkanisation de notre pays via le Rwanda. Ça, c'est connu et c'est ça le fond du problème. Tant que nous n'aurons pas trouvé une solution à ce niveau-là, chercher à résoudre le problème par les proxys, qui sont le Rwanda ou ces terroristes M23 ou je ne sais quoi, ce n'est qu'une perte de temps. Puisque, pour preuve, ça fait combien de temps que nous discutons avec le Rwanda? Je prends seulement depuis 2001. Plus de 7 fois que nous l'avons fait. Est-ce que le Rwanda a déjà cessé de nous attaquer? Jamais. Et aujourd'hui, allons-y même dans les faits. S'il arrive que le Rwanda revienne à Luanda, avec tous ces terroristes qui sont là, M23, je ne sais pas, tous les groupes armés, nous arrivons à Luanda, ok, nous discutons. Mais les revendications qu'amèneraient ces gens, particulièrement le Rwanda, mais ces revendications vont encore bloquer le processus. Puisque nous le savons, partout même aux États-Unis. Mais la question qui fait qu'aujourd'hui, même l'accord signé aux États-Unis ne puisse avancer, c'est laquelle? C'est la question liée au prétendu FDLR, qui n'existe même plus, ça il faut se le dire, et qui ne représente aucun obstacle, aucun danger au gouvernement rwandais. Depuis 2001 jusqu'à ce jour, 25 ans durant, quelle est la seule fois où il y a eu une incursion des FDLR au Rwanda pour s'attaquer même aux paisibles citoyens rwandais? Quelle est la seule fois?
Mais depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, plus de 6 fois, le Rwanda est venu exterminer, tuer, piller, violer chez nous sous prétexte qu'il poursuivait les FDLR. Et c'est avec des gens comme ça que vous estimez que si vous échangez, si vous discutez par un dialogue, vous aurez la paix. Non. Je pense pour ma part que le président de la République veut seulement démontrer sa bonne foi, qu'il est coopératif, il veut bien discuter avec tous ceux qui nous agressent et que le monde entier le sache. Non, mais non, monsieur le président. Tout le monde sait que vous coopérez. Tout le monde sait que le Rwanda est ici chez nous pour piller, tuer, violer et même faire une guerre commerciale. Tout le monde le sait. Et donc, mais alors, pour moi, même si nous revenons à ce dialogue-là à Luanda, nous allons perdre du temps inutilement. Puisque ces gens viendront avec des revendications qu'aucun gouvernement responsable n'accepterait. Entre autres, ils le disent clairement. Pour eux, ils ne reconnaissent pas le président Tshisekedi comme étant président de la République. Et pour eux, ils disent que les élections de 2023 étaient biaisées, étaient chaotiques. Ils ne le reconnaissent pas. La première des choses, c'est qu'il faut d'abord que le président Tshisekedi puisse partir, selon ces gens. Mais ça, c'est quelle connerie. C'est quelle connerie. Non, mais non, à un moment, il faut quand même que l'on soit sérieux. Deuxièmement, lorsqu'ils exigent à ce que le gouvernement fasse de son mieux pour chercher, je ne sais où, ces FDLR et les ramener au Rwanda, mais finalement, on se moque de qui, là? Mais on a déjà signé, M. Salomon. N'empêche. Et alors, pour moi, j'insiste et je reviens sur cette question en disant, Monsieur le Président de la République, le salut de ce pays ne viendra que par la réorganisation de notre armée et de nos services de sécurité et de défense, ainsi que ceux de renseignement, qui doivent être formés, équipés et qui doivent avoir les moyens nécessaires qui permettent à ce que nous puissions imposer le respect auprès de nos voisins et de tout pays qui tenterait de venir piétiner sur notre territoire. Est-ce que c'est le Tant bon... que nous ne le ferons pas... Nous sommes déjà en pleine guerre, M. Salomon. Oui. Est-ce que c'est le moment de réorganiser l'armée, de former l'armée, pendant que nous serions en train de former et réorganiser l'armée? Que ferait l'ennemi? Nous nous battons, nous continuons à nous battre. Les mêmes militaires qui seront au front, ils seront en même temps formés ou bien... Non, mais papa, nous sommes à plus de 100 millions de compatriotes. Okay. Et aujourd'hui, je sais que l'armée ne représente même pas 30% du peuple congolais. Okay. Et alors, si nous arrivons même à avoir 1 million de citoyens congolais, qui soient des militaires, où est-ce que nous perdons quoi? Il faut Puisqu'il y a des États qui il faut recruter, former, en même temps qu'on se bat au front. Mais alors Mais il y a la question qui est quand même principale soulevée, que ce soit par le président de la République ou le gouvernement, celle de l'infiltration. Il semble que notre armée est faible parce que très infiltrée. Mais bien sûr, c'est ce que je dis. Au niveau du nouveau recrutement, nous devons veiller sur cela. Doucement, M. Salomon. Laissez-moi poser la question, comme ça vous donnerez la bonne réponse. Si on est déjà infiltré, comment extirper de nos rangs ces fameux infiltrés? Mais tout est simple. Je sais que nous avons des services d'intelligence dans ce pays. OK. Et alors, il revient à ces services d'intelligence. Mais on dit que ces services sont aussi infiltrés. N'empêche, je le dis, mais mon cher Alain, nous parlons de... Moi, je parle de mon pays. Okay. Je ne parle pas de notre pays. En tant que citoyen, nous pouvons tout refaire. Nos compatriotes qui sont là encore sur les lignes de front doivent continuer à se battre et protéger l'intégrité territoriale et même protéger les compatriotes à tous les niveaux et partout sur les 2 345 409 km². Mais également, nous devons recruter de nouveaux citoyens qui doivent intégrer l'armée, la police et les services de sécurité et de renseignement. Les tout nouveaux, des Congolais de père et de mère, qui doivent se battre pour leur patrie. Nous en avons des millions. Et d'ailleurs, la jeunesse dans ce pays couvre plus de 70% de la population. Et la plupart de ces jeunes, je ne pense pas peut-être qu'ils ne voudront pas servir la patrie. Il n'y a pas mieux que servir la patrie, je vous le dis. Très bien. Et alors, donc, nous devons nous réorganiser. Très bien. Organiser l'armée et imposer le respect à qui que ce soit. Très bien. Sinon, nous allons perdre beaucoup de temps dans des conciliabules, dans des discussions qui ne nous amèneront nulle part. Est-ce que vous pensez que depuis son premier mandat, M. Félix Tshisekedi, président de la République, a perdu du temps au lieu de réorganiser l'armée, former l'armée pour qu'elle soit prête
lorsqu'on serait attaqué. Mais pour preuve aujourd'hui, mais depuis que nous avions commencé toutes ces discussions-là, où est-ce que nous sommes arrivés? Non. Où est-ce que nous en sommes? Je répète ma question. Non, mais je le dis, je réponds par les faits. Moi, je réponds par les faits. Il a perdu le temps ou pas? Mais nous avons perdu suffisamment du temps puisque nous n'avons jamais... Nous dialoguons depuis toujours, mais est-ce qu'avons-nous déjà conclu ce dialogue? Non. Par contre, nous changeons seulement de pays. D'accord. Et alors, nous changeons seulement de pays. C'est noté, c'est noté. Donc, le président de la République, depuis son premier mandat, a plutôt, on va dire, pas mis en priorité... Nous avions perdu suffisamment de temps. N'a pas mis en priorité le renforcement des capacités de nos FARDC. Dans la lutte contre l'infiltration de nos forces de sécurité, il y a eu des discours de discrimination sur la radio-télévision nationale congolaise. Qui a parlé de discours de discrimination? C'est vous qui le dites ou bien c'est nous les Congolais qui le disons? Laissez-moi poser la question, ensuite vous répondez comme vous l'entendez. Donc ces discours tenus notamment par le porte-parole de FARDC qui a été sanctionné par sa hiérarchie, discours condamné par le président de la République en Conseil de ministres, discours qui portait à jeter des discrédits sur les femmes Tutsi. Est-ce que vous pensez que le général Ekenge a eu tort de pointer du doigt cet aspect de l'infiltration par les femmes morphologie rwandaise? Qu'a-t-il dit? Il a dit que les femmes Tutsi sont très souvent utilisées pour infiltrer la République démocratique du Congo et très souvent quand vous épousez une femme Tutsi, ce qui se passe c'est que chez elle, on vous envoie quelqu'un se présentant comme son frère alors que c'est lui qui viendra enceinter votre épouse et avoir les enfants. Et c'est quoi le problème? Moi j'enlève le mot Tutsi, je mets par exemple Teke. Je remplace seulement tout cela par Donc Teke. vous êtes d'accord avec les discours du général? Non, j'ai dit ceci. Moi, je remplace seulement le mot Tutsi par le mot Teke. Les femmes Teke, par exemple, s'ils parlaient de Teke, vous auriez, vous, parlé d'un discours. Bon, on a discriminé qui d'abord? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, M. Salomon. Non, le mot discrimination, je l'ai entendu chez vous. Mais moi, je répète les propos du président de la donc, République. vous devez d'abord retirer, dire que non, il a tenu des discours qui discriminaient. Non. Chez nous, à RDC, mon ami... Monsieur Salomon, calmez-vous. Je me calme. Ma question est basée sur les propos du président de la République. Il a parlé de discrimination? En Conseil de ministres. Et non seulement ça, le général Ekenge a été suspendu pour ses propos. N'empêche, voilà. je dis, donc le président de la République pas mon opinion. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'on ait suspendu le général Ekenge pour avoir tenu ce discours? Je ne suis pas un militaire, moi, pour que je sois d'accord ou pas sur la suspension d'un général. Okay. Mais mon ami, ça c'est trop me demander. Que moi je me prononce lorsqu'un service suspend l'un de ses membres. Mais quand même, à un certain moment, soyons quand même limités à un certain niveau. Moi, je me dis, chez nous, à RDC, nous n'avons jamais connu de discrimination. Nous n'avons pas cette culture-là, même mon ami Alain. Nous sommes plus de 450 tribus. Mais comment peut-on d'abord avoir un discours de discrimination? Comment peut-on en avoir? Tous les jours ici, nous lançons des colibés, même ici chez nous, entre Katangé, Kassayen, Swahilifone, Maniema, tout ça, ainsi de suite. Est-ce que ça pose un problème? Pas du tout. Ça fait partie de notre culture. Nous sommes une diversité. S'il vous plaît, c'est très important ce que je voudrais dire. Oui. Nous sommes une nation à une diversité de tribus qui n'a jamais connu de problème en termes de discrimination. Ce discours de discrimination est un discours du Rwanda, où il n'y a que des tribus, tous ces Hutus qui se discriminent chez eux. Ce discours-là, chez nous, au Congo, nous ne le connaissons pas. Et d'ailleurs, je crois pour ma part que nous, les Congolais, nous, les citoyens congolais, nous devons éviter d'importer ce discours-là chez nous, puisqu'il n'existe pas. Nous sommes un peuple qui a toujours tendance à vivre ensemble, un peuple qui se tolère, un peuple qui chemine ensemble, quelles que soient nos divergences religieuses, morphologiques, tribales et consorts, nous sommes un peuple uni. Donc, moi, je ne vais pas porter le flanc à ce discours-là qui vient du Rwanda, puisque c'est là-bas où on parle de discrimination, pas ici chez nous. Très bien. Donc, moi, je ne vais pas me mêler dans cette histoire-là, puisque je ne vois aucun péché que ce général ait commis. Quel commentaire vous émettez quand vous entendez sur la télévision nationale un animateur dire que comme Corneille Nangaa occasionne les viols et les massacres à l'Est, il appelle les Congolais de la diaspora de trouver la femme, les enfants de Corneille Nangaa, de les violer
là dans la diaspora et c'est diffusé sur la chaîne nationale. Encouragez-vous ce genre de propos sur la télévision publique? Mon ami Alain, cette question est à poser aux membres du CESAC dont je ne fais pas partie. Vous êtes un acteur politique. Mais je suis acteur politique. Je vous pose la question. Vous parlez d'un animateur radio, n'est-ce pas? Non. Je parle de la télévision publique. Mais ça, je dis, de la télévision, c'est de la télévision. Monsieur Salomon, ne sais pas si vous ne voulez pas répondre à la question, on va passer à Mais je réponds. Je vous pose une question parce que ça concerne une chaîne publique qui est payée avec votre argent, notre argent, l'argent de tous les Congolais. La RTNC, vous voulez dire? Oui, la chaîne publique, la RTNC. Oui. Et sur la RTNC, on a donc un animateur qui appelle à violer la femme de Corneille Nangaa. Est-ce que vous encouragez ces discours? Ma question ne porte pas personnellement sur la personne, mais sur les discours que le média public doit avoir. Est-ce que vous encouragez cela? Mais ce que je suis en train de dire, les médias sont gérés d'abord au niveau interne par leur hiérarchie respective, dont toutes ces hiérarchies sont régies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication qui est le CESAC. Je pense qu'il n'y a qu'à ce niveau-là où il peut, parce que moi, peut-être c'est me demander si j'avais été membre du CESAC ou président du CESAC, est-ce que j'aurais sanctionné l'animateur de cette émission? Ben, ça c'est trop me demander. Moi, je ne connaissais même pas quelles sont les prérogatives qui sont dévouées à tous ces services-là. Moi, je ne vois pas pourquoi je vais peut-être, en tant que politique, commencer à rentrer même dans ce qui ne me concerne pas. Moi, je dis et je répète, mon frère Alain. Très bien. Je dis ceci. Chez nous au Congo, nous n'avons jamais connu des discours de violence. Nous, les Congolais, nous sommes un peuple pacifique. On a compris. Terminons sur la... Nous devons éviter de rentrer dans ces jeux-là qui nous viennent du Rwanda, je dis bien, puisque c'est de là où viennent tous ces discours-là. Oui, mais non, la RTNC est à Kinshasa, ce n'est pas au Rwanda. Donc, Monsieur Salomon, terminons sur la communication en ces temps de guerre. Le président de la République a eu à insister au Conseil des ministres en demandant au ministre de la Communication de veiller à filtrer ce qui est diffusé sur la chaîne publique et à coordonner la communication du gouvernement pour ce qui concerne, etc. Mais juste après cette mise au point du président de la République, un ministre d'État, M. Mouindo Zangui, est passé sur un média privé et a affirmé que Uvira est tombé parce que deux journalistes réputés proches de la rébellion ont tweeté et annoncé la chute d'Uvira alors que les FARDC étaient en position de force et c'est ça qui a fait tomber Uvira. Est-ce que cette manière de communiquer, ça veut dire deux simples tweets de journalistes dits proches de l'opposition peuvent justifier la chute d'Uvira? Mon ami, il y a encore une autre situation. Je pense que ce ministre-là est géré par son chef qui s'appelle Premier ministre. Et dans le cas d'espèce, ici, il y a une première ministre chez nous qui est le chef du gouvernement. Et je pense qu'il revient à ce niveau-là d'analyser ces faits ou ces dires et même de tirer toutes les conséquences du discours d'un ministre. Et alors, moi, comme citoyen, non, puisque moi, vous êtes ici comme analyste politique indépendant. C'est ce que je dis, mais je suis analyste politique, ça je dis. Justement. En tant que, je n'allais pas seulement finir ma phrase. Allez-y. Moi ici, en tant que citoyen, en tant que politique, quel est mon regard sur les déclarations du ministre Zangui? Bon, je pense que le ministre Zangui a parlé de beaucoup de choses qui sont vraies. Et moi, je ne vais pas dire, comme vous le dites là, non, des journalistes qui sont proches de l'opposition, c'est long. Non, mon ami, nous connaissons bien ces gens. Ils sont à Goma, ils sont au Rwanda, ils communiquent pour la rébellion. Ils communiquent pour les terroristes. Ils communiquent pour les Rwandais. C'est clair et c'est connu, puisqu'il les a même cités. Si vous ne voulez pas les citer, c'est votre problème, vous êtes libre de le faire. Moi, je reprends. Ce que monsieur, le ministre Mouindo a dit est vrai. Ces gens-là travaillent, communiquent pour les terroristes. C'est connu. Il n'a pas menti. Ma question, c'est est-ce que par des simples tweets, une ville stratégique comme Uvira peut tomber? Il n'a jamais dit que ce sont les tweets qui ont fait tomber la ville. Il a dit quoi? Non. Bon, moi j'ai suivi, comme vous venez de le dire. Il disait là, ces gens-là avaient même déjà publié des tweets avant même que la guerre ne commence, puisqu'ils savaient déjà ce qui se passait. C'est ce qu'il voulait dire en d'autres termes. Ce qui était vrai. Ces gens-là parlaient déjà de la chute d'Uvira et ainsi de suite. Et d'ailleurs, très souvent, ils le font.
Non, nous irons par exemple à telle place, nous allons attaquer telle ville, ainsi de suite. Et ainsi de suite, ils se préparent et ils y arrivent. C'est en quelque sorte ce qu'il voulait dire. Moi, personnellement, je ne vois pas en quoi il a menti, que ces gens-là ne travaillent pas sous l'égide, sous les services de ces terroristes et de ces criminels. Donc, pas besoin qu'il soit recadré par la chef du gouvernement. Je le dis, il n'y a que son chef qui peut mesurer ses propos, les analyser et tirer toutes les conséquences nécessaires. Donc, s'il arrive que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune conclusion liée à cette déclaration, ce qui veut dire qu'il n'y a rien de grave dedans. Donc, moi n'étant pas le chef des ministres, comment voulez-vous que je puisse juger? Et même si je le jugeais, mon jugement ou ma conclusion ferait quoi sur les déclarations de ce ministre? Bien évidemment, on n'attend pas de vous un jugement. Vous êtes sur ce plateau en tant qu'analyste. Alors, je venais de faire mon analyse. Je trouve que M. le ministre Mouindo a dit la vérité. Ces gens-là travaillent sous la coupe des criminels. On a pris bonne note, même si au d'ailleurs, passage, ils ne sont même pas mes compatriotes. ce serait plutôt dénigrant de penser que les FRDC perdent une bataille parce qu'il y a eu 2 tweets qui les auraient découragés. On va venir dans l'espace Grand Katanga, le secteur minier. Le ministre national Willy Watoum avait pris... Louis Watoum. Louis oui. Watoum, j'ai bien dit. Vous avez dit Willy. Willy. Ah non, excusez-moi. Ok, il avait pris un arrêté portant suspension de centre de traitement des minéraux, ce qui avait pour conséquence de suspendre l'artisanat minier dans l'espace Grand Katanga, c'était précisé dans le Haut-Katanga et dans le Lualaba. Pensez-vous que l'acte du ministre, même si on va développer par la suite l'évolution de cette actualité, est-ce que cet acte, décision du ministre, a jeté le feu aux poudres? Une très bonne question. Je voudrais d'abord ici préciser que l'arrêté, moi je l'avais lu, concernait l'étendue de la République démocratique du Congo, pas seulement le Grand Katanga. Ça, il faut préciser. Cet arrêté portait suspension de toutes ces activités sur toute l'étendue de la République. Le ministre avait très mal agi, je le dis. Et pour 3 raisons majeures. Okay. La première raison, c'est que le moment était très mal choisi, puisque c'était à la fin de l'année, pendant que tout le monde s'est débrouillé, comme tout humain, à trouver de quoi amener dans sa famille pour que sa famille puisse quand même passer les festivités de fin d'année dans de bonnes conditions. Deuxièmement, le ministre a mis la charrue devant les bœufs. Il a pris l'arrêté pour mettre en place une commission après, ce qui est inconcevable. Il devrait commencer d'abord par mettre en place une commission et à l'issue des conclusions de cette commission, il pouvait maintenant prendre la décision. Puisqu'après, il prend l'arrêté, puis après il envoie maintenant une commission travailler dessus. Vous voyez? Et d'ailleurs, moi j'étais parmi les premiers citoyens à demander que le ministre puisse reporter cet arrêté-là. Ce qui avait été fait partiellement, concernant particulièrement le Lualaba. Et alors, troisième raison, le ministre sait réellement qui sont les bénéficiaires de ce tohu-bohu qu'il y a dans le domaine minier. Il sait, puisqu'il gère la République, il est ministre national. Il connaît bien tous ceux qui sont autour de toutes ces entités-là. C'est qui? Non, mais c'est toutes ces sociétés créées à gauche, à droite par des fois des Chinois, des Indiens, des Libanais et même des Congolais. C'est ça le problème. Est-ce que ce n'est pas connu? Mais lorsque la commission est venue ici, elle a été devant qui? Devant tout ce monde qui est dans ce domaine-là. Et alors? Mais maintenant, lorsque vous connaissez où se situe le problème, c'est vrai, je dois aussi préciser une chose. Cet arrêté en soi vise des objectifs nobles dont d'ailleurs la République et les créateurs seront des bénéficiaires. Puisque lorsqu'il y a de l'ordre dans le domaine, la République va recouvrer ses taxes, ses impôts et tout ce qui lui est dû de la bonne manière qu'il soit, mais également ceux qui sont au niveau de la base, donc la première partie de l'action, qui sont les créateurs, travailleront aussi en toute transparence et se retrouveraient dans ce qu'ils font comme travail. Mais, comme je venais de le dire, ces 3 raisons n'étant pas respectées dès le départ, la décision est tombée, elle a créé ce flou, elle a créé cette cacophonie, ce désordre et tout ce que nous avons connu comme conséquence. Et comme conséquence directe,
le ministre s'est senti obligé de reporter, d'envoyer d'abord la commission qui travaille. Mais s'il avait commencé là-bas, nous ne serions pas arrivés à tout ce que nous avions décrié. Donc, cette mesure était prise de manière hâtive, de manière... Bon, il n'y a que lui-même qui connaissait les raisons pour lesquelles il est allé si vite, même si nous avons été, nous, comme population du Lualaba, préjudiciés, et il n'y a pas que nous, un peu partout là où il y a les mines, les gens ont été préjudiciés, puisque ceux qui devraient travailler pendant ce moment-là ne l'avaient pas fait. Les gens se sont retrouvés en difficulté de survie, et cela a créé de l'animosité dans le chef de la population. Et alors, donc aujourd'hui, moi personnellement, je salue cette levée partielle de cette décision. Mais est-ce que sur cette levée-là, dans la forme, est-ce qu'on va dire, le ministre a pris un arrêté, mais la suspension, c'est un communiqué de la commission. Est-ce que dans la forme, vous trouvez que c'est bien respecté? Non, mais qu'est-ce qui vous dit qu'il n'a jamais pris l'arrêté reportant celui-là? Ou bien faudra-t-il peut-être qu'il le rende public? Mais de la même manière qu'il a rendu public. Non, mais qui a rendu d'abord cet arrêté-là public? C'est le ministre qui l'avait rendu public? Ou bien ce sont les Congolais qui l'ont rendu public sur les réseaux sociaux? Mais, Monsieur Salomon, vous êtes d'accord avec moi qu'ici, le problème, c'est la communication qui a manqué et lorsqu'il a pris l'arrêté et dans la suite. Voilà. Si au Lualaba, particulièrement, l'inquiétude n'y est toujours pas, malgré les assurances, c'est parce que justement, les gens ne comprennent pas quelle est la décision finale. Mais la décision finale est connue. Laissez-moi finir. Il y a eu un arrêté. Ouais. Et vous nous dites, vous, en tant que politicien qui êtes censé être très bien informé sur la situation... Je suis sûr qu'il y a un arrêté reportant le premier. Et que dit cet arrêté? C'est jusqu'à quand non, mais c'est ça qui a été dit dans le communiqué. Le report, c'est jusqu'à combien de temps? Mais dans le communiqué qu'on a rendu public, qu'est-ce qui est dit? Il y a une différence entre un communiqué et même, l'arrêté. N'empêche. Ouais. Moi, je parle du fond, puisque c'est le fond qui nous intéresse. C'est le fond qui nous intéresse. Moi, je parle de la forme, M. Salomon. Non, mais mon ami, ne jouez pas sur le mot. Non, je ne joue pas sur les mots. C'est vous, par contre, qui voulez rester sur ces jeux-là de forme. On est dans un domaine administratif. Nous sommes dans le domaine administratif. Et je le dis. Le ministre prend un arrêté. On dit qu'on reporte son arrêté. Ben, il dit qu'il ne reporte pas, on dit. Bon, oui, puisque c'est lui-même qui a signé le communiqué. Moi, je suis journaliste. J'ai dit on dit parce que je n'ai pas vu l'arrêté reportant son arrêté. Rapprochez-vous du ministère. Mais je me suis approché du ministère. Qu'est-ce qu'on a dit? Et je n'ai pas vu d'arrêté. Vous avez demandé qu'on vous donne... Justement, je l'ai demandé. Là, maintenant, je ne sais pas jusqu'ici, ce qui est disponible, c'est un communiqué. Okay. Officiel. Officiel, okay. Oui. Même signé par le ministre. Même s'il est ultra officiel, mais l'acte qui a suspendu le traitement de minerais, c'est un arrêté. Il faut qu'il y ait un arrêté qui rapporte. Bien sûr, qui le rapporte. Mais justement, donc vous qui êtes devant moi, je vous pose la question, je parle de la forme. Est-ce que sur la forme, on n'a pas un peu péché? Même si l'arrêté portant report existe, sur la forme toujours, est-ce qu'il ne faille pas qu'on le rende public ou qu'on fasse la publicité de l'arrêté? Je suis sûr que nos amis du ministère national des Mines sont en train de nous suivre. Donc, pour assouvir votre soif, ce sera mieux qu'ils rendent l'arrêté rapportant celui-là public. Je sais qu'ils nous suivent, ils vont nous suivre. Donc, entrons un peu dans le fond. Entrons dans le fond. Sur les motivations profondes. Que dites-vous à ceux qui pensent que cet arrêté, cette mesure, est motivée par l'accord signé à Washington entre les États-Unis et la RDC portant sur les minerais stratégiques? On dit que, en tout cas l'opinion dit que Washington a imposé à la RDC de chasser les Chinois afin de récupérer les minerais. C'est pour cette raison que le ministre de Mines s'est précipité à suspendre les activités artisanales. Cet argument est fallacieux et faux. Ces entités de traitement-là, puisque parlons-en, elles détiennent quelle mine? Puisque nous sommes ici au Lualaba. Ces entités de traitement payent les minerais auprès des creuseurs. Elles ne détiennent pas les mines. Maintenant, les Américains vont exiger à ceux qui chassent ces gens-là. Ces gens-là détiennent quelle mine? Ils détiennent quel gisement? Ces gens-là payent auprès des creuseurs artisanaux. Et comment alors on peut demander à ceux qu'on puisse chasser? C'est pour que les Américains deviennent maintenant les acheteurs auprès des creuseurs. En d'autres termes, c'est ça. Puisque s'il faut aller dans cette logique-là, les Américains ont demandé à ceux qu'on puisse chasser Chinois, Indiens, Libanais, qui payent auprès des creuseurs, pour qu'eux soient les seuls payeurs. Peut-être pour occuper de manière officielle les espaces qu'occupent les creuseurs qui amènent chez les Chinois. Non, mais ça, moi, je ne vais pas rentrer dans des spéculations inutiles, mon frère. Moi, je ne peux pas rentrer dans... Et d'ailleurs, parlons-en même. Puisque nous connaissons ici au Lualaba le problème lié
aux zones d'exploitation artisanale qui n'existent même pas. Le ministre a promis 64 C'est ce que je dis, c'est ce que je dis. Parlons d'abord des faits, puisqu'ici on dit on veut peut-être chasser les créateurs là où ils sont pour que les Américains prennent. Mais les créateurs sont où? Puisqu'ils n'ont même pas de ZEA. Non, mais M. Salomon. Les créateurs se débrouillent, nos frères se débrouillent tant bien que mal oui, pour mais ils survivre. sont bien quelque part, ils prennent ces C'est ce minéraux que je quelque dis. part. Mais alors, quelque part là où ils n'ont même pas de zones d'exploitation qui leur sont dédiées. Mais le ministre, la moindre des choses qu'il devrait faire, c'est commencer d'abord par donner des zones d'exploitation artisanale à nos frères. C'est ce qu'ils devraient d'abord faire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'attendaient nos frères créateurs. Très bien. Mais alors, loin de leur donner des zones d'exploitation, vous voulez penser que non, on veut chasser Indiens, Libanais et autres là-bas pour que les Américains, ils viendront Maintenant que le ministre, qu'on laisse nos frères maintenant que tranquilles. le gouvernement congolais s'est senti obligé de reculer sur cette décision, est-ce qu'ils auront, le gouvernement congolais aura-t-il encore le courage de répartir sur cette question? Et comment doit-il s'y prendre? Tout ce que je sais, que nos frères créateurs doivent continuer à travailler, puisqu'ils ne vivent que de ça. Ici, chez nous, là-bas, particulièrement, plus de 60% de la population ne vit que de ces activités-là. Ça, c'est connu. Et alors, dire que nous ne pouvons plus vivre de l'artisanat, ce serait peut-être penser que nous vivrions au ciel. Donc, ici, le gouvernement doit reculer. Premièrement, en faisant quoi? En donnant des zones d'exploitation artisanale viables, j'insiste, à l'artisanat. Donner des zones d'exploitation viables, c'est-à-dire là où il y a les minéraux, là où les gens peuvent travailler en toute quiétude, en toute sécurité et trouver de quoi nourrir leur famille. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, le gouvernement doit continuer dans les réformes pour mettre de l'ordre dans ce domaine-là, puisqu'il y a trop de désordre. Mais c'est ce qu'il a tenté de faire. Et non, il est obligé mais de reculer. Mais le gouvernement a mis la charrue devant le bœuf. Okay. Je sais qu'à l'issue du travail de la commission qui est déjà à pied d'œuvre, il y aura de la matière qui va revenir devant la table du gouvernement central et le gouvernement maintenant va travailler dessus. Premièrement, je le dis, la première mesure que nous attendons tous, c'est la création des ZEA viables. Très bien. Où les gens doivent aller travailler, trouver les minéraux, vendre et nourrir leur famille. Je rappelle que le ministre a tout mis au Lualaba en septembre 2025 et c'est à ce moment-là qu'il avait promis la création de 64 ZEA. Nous les attendons impatiemment. On attend, sur septembre jusqu'à janvier, ça fait déjà presque combien de mois? Presque 3, 4 et 5 mois. On espère que finalement les créateurs auront un lieu officiel où nous les attendons. Nous attendons ces ZEA. Vraiment, nous les attendons. Parlons avant de finir de l'opération Kanyama KCC qui défraie encore et toujours la chronique ici dans l'espace Grand Katanga. Au niveau de Lubumbashi et de Kolwezi, les jeunes gens sont ramassés, amenés dans des avions vers Kanyama KCC où ils doivent travailler au service national sur la procédure. Est-ce que vous êtes d'accord avec la manière dont on procède pour prendre ces jeunes et les amener au service national? Je le dis sans foi aux yeux, je soutiens fortement cette opération. Et d'ailleurs, je demande au service d'en faire plus, de ramasser encore tous ces badauds qui trimballent encore dans la ville, qui créent l'insécurité dans cette ville. Mais ces gens-là, au lieu d'aller se faire former à Kanyama, au lieu d'aller chercher à connaître un métier à Kanyama, vous voulez rester dans les villes, créer l'insécurité, voler, violer, violenter les gens, ainsi de suite, et créer l'insécurité dans les villes. Non mais c'est quoi cette histoire? Je soutiens les services et je leur demande d'amplifier. Il faut aller dans tous les quartiers rouges de nos villes, chercher tous ces badauds, tous ces criminels, tous ces voyous, tous ces délinquants-là qui créent l'insécurité. Puisque des fois, lorsqu'ils apprennent que les services vont par exemple à Kanina et fouillent peut-être vers Jekamine Kolwezi, il faut qu'on amplifie les équipes pour qu'on ramasse tous ces délinquants. Ils doivent être ramassés. Qu'ils aillent apprendre le métier à Kanyama, qu'ils aillent même nous planter le maïs et nous produire du maïs. Puisque nous avons faim. La République démocratique du Congo fait partie des pays qui importent tout.
Donc, nous devons produire, et ces gens-là, pour qu'ils soient des citoyens qui peuvent aider la République, ils le feraient plus en étant bâtisseurs à Kanyama qu'en étant délinquants dans nos rues et avenues à travers les villes. Non. Mais, les services... Je finis par la manière. Finissez. Oui, parce que le problème, bien sûr, vous insistez trop sur la manière. Je reviens maintenant sur la manière. En parlant de la manière, mon cher ami Alain, nous savons que les services font face à des délinquants. C'est-à-dire, ces gens-là sont prêts à tout et ils peuvent tout se permettre pour chercher à fuir le service qui les pourchasse ou à se soustraire de ce service. Non. Donc, ici, tout ce que je demanderais, c'est que même si les services peuvent utiliser tous les moyens, puisque l'objectif est de mettre la main sur ces gens, sur ces délinquants, quels que soient les moyens qu'il faudra utiliser pour mettre la main sur le délinquant, il faudra juste rester humaniste, puisque ce sont des humains et qui peuvent rester aussi, humaniste. Très bien, sûr. on a compris. Mais ici, cette fois-ci, donnez-moi des réponses courtes parce qu'on va aller très vite sur cette opération Kanyama-Kasese. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que tous ceux que vous appelez délinquants, ils ont des droits? Vous êtes d'accord avec moi? On va faire tout citoyen a ses droits. Donc, ils ont des droits. Oui. Vous êtes d'accord avec moi qu'ils ont des droits? Oui, et des devoirs aussi. Ils ont des droits garantis par la Constitution. Bien sûr, et des devoirs même s'ils sont des patrie. délinquants. De quelle manière pensez-vous... Puisqu'on ne peut pas seulement avoir des droits sans devoirs. S'il vous plaît, devoirs. on gagne le temps. De quelle manière pensez-vous que ces agents de l'ordre qu'on envoie ramasser ces délinquants, entre guillemets, détectent-ils ces fameux délinquants? Est-ce qu'il y a une inscription sur leur visage qui dit que celui-ci est délinquant? Ce sont des services de sécurité qui ne peuvent jamais venir devant un plateau de télévision dire « Nous connaissons que tel est délinquant sur base de ceci ». C'est ce que je suis en train de dire. Moi, M. Saloum, je vous réponds comme citoyen et comme politique. Donc, vous ignorez les critères. Les services savent les critères sur lesquels ils mettent la main sur ces délinquants. Voilà. Et ils ne peuvent pas venir ici dire « Nous savons que tu es celui-ci ». Doucement, M. Salomon, on a compris. Donc, voilà. vous ignorez les critères qui motivent les agents de sécurité. Bien sûr, seuls les services connaissent les critères. Pour ramasser les enfants sur la voie publique et les amener à Kanyama-Kasese. Oui, puisqu'un enfant ne peut pas se retrouver sur la voie publique. S'il vous plaît, Monsieur Salomon, doucement. Je suis très doux. On est en train de finir. Vous n'êtes pas très doux. Vous ne me laissez pas vous poser les questions. Non, je vous ai dit, on va aller... Vous faites trop de gymnastique, comme toujours. C'est pour ça que vous êtes agité aujourd'hui. Je ne suis pas agité. Calmez-vous, calmez-vous. Je suis très Donc, ces jeunes gens ayant des droits, vous dites, vous ignorez sur base de quels critères on les ramasse parce que c'est secret, parce que les agents de sécurité ne peuvent pas dévoiler leurs critères. La loi est très claire. Quand on arrête quelqu'un, on doit lui lire ses droits et seul un juge peut condamner. Ces gens ne sont pas condamnés. Non, doucement. S'ils ne sont pas condamnés, d'accord, là où on les amène à Kanyama-Kasese contre leur gré parce qu'ils pleurent et on voit les membres de leur famille en train de pleurer, ils ne sont pas en train de partir dans la joie. Ce qu'ils font à Kanyama-Kasese, est-ce une sanction ou un bonus? Mon ami Alain, je répète et je suis très clair sur la question. Les services de sécurité savent qui sont les délinquants. Et d'ailleurs, je précise ici... Ma question c'est... N'empêche, je réponds, mais laissez-moi aussi répondre. Non. On va vite parce qu'il nous reste moins de 4 minutes. Bien sûr, je finis. Aller à Kanyama-Kasese, est-ce une sanction ou un gain pour les enfants qu'on amène là-bas? Aller à Kanyama-Kasese est non seulement un gain ou un bénéfice pour ces délinquants, mais également une mesure qui les protège eux-mêmes, puisque ces gens-là, on les ramasse dans les rues, alors qu'aucun enfant ne peut se retrouver sur la rue. Très bien. Aussi, une mesure qui préserve la quiétude de la société. Très bien. Donc, en résumé, on les amène à doucement, Kanyama. Monsieur Salomon, c'est pas besoin de développer, on a déjà compris votre idée. Ça va. Donc, si je résume votre compréhension, un jeune qui... Délinquant, je précise. Qui dit délinquant, ça veut dire qu'il commet des délits. Oui, mais bien sûr, il commet des délits. Donc, quelqu'un qui viole la loi, il a un cadeau de l'État qui est celui d'être formé. Ah, si vous pensez que c'est un cadeau, c'est bien. Mais c'est vous qui avez dit que c'est un bénéfice. Mon ami, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Alain, ne pensez pas que M. Crispin se laisserait emporter par votre petite gymnastique. Non, mon ami. Mon cher Alain,
ces jeunes gens-là, ces délinquants-là, constituent une menace à la sécurité publique. Mais qu'ils doivent être arrêtés, jugés, c'est la loi. S'il vous plaît, mon ami. Tout ce que vous dites, c'est dit. Mais laissez-moi finir, M. Alain. Même dans la loi. Oui. Mais les prisons sont des centres de rééducation, n'est-ce pas? Oui. Et alors, donc, même s'il serait... Il faut qu'il y ait une condamnation de justice. S'il vous plaît. Ce n'est pas arbitraire. S'il vous plaît, mon ami, s'il vous plaît. Laissez-moi quand même vous répondre. Soit vous n'avez pas besoin de ma réponse, vous voulez rester dans votre optique. Allez-y. Et alors, même ceux qui sont condamnés, ils sont rééduqués. Et en plus, ces délinquants-là, lorsqu'ils sont pris par les services et amenés à Kanyamaka CC, le gain, c'est que ces gens-là seront non seulement pris en charge par l'État, qui doit encore les former pour qu'ils deviennent utiles pour eux-mêmes et pour la société demain, c'est plus qu'un gain. Donc, pensez que ce que font ces services pour vous, c'est une violation envers les droits de ces jeunes délinquants, c'est mieux pour vous. Mais le jour où vous serez victime de ces délinquants, vous n'allez pas tenir ce discours sur ce plateau. Très bien. Merci. Est-ce que vous savez que pour un jeune qui n'est pas délinquant, qui veut se former, apprendre un métier, il va à l'INPP, il doit payer de l'argent pour se former. Alors qu'un délinquant qui vole, qui viole, et à Kinshasa, on avait même découpé une femme enceinte. Pour ce genre d'individus, eux, ils bénéficient gratuitement de la formation. Trouvez-vous cela juste? Est-ce que ça encourage? Mon ami, ça c'est du méli-mélo. Ce n'est pas du méli-mélo, c'est la réalité. S'il vous plaît, c'est du méli-mélo. Okay. Le cas que vous venez d'évoquer de Kinshasa, ces gens-là qui avaient tué avaient été amenés en justice. Ça, au moins, j'ai suivi. Et alors, prendre cet exemple et le coller à ce qui se passe dans l'espace Katanga, c'est vraiment du méli-mélo. Parce que les Chegues du Katanga sont gentils. Bon. Je n'ai pas dit ça, c'est vous qui le dites. Mais moi j'ai dit la différence. S'il vous plaît, puisque vous m'avez posé la question sur ce qui se passe sur l'opération, sur l'espace Katanga, particulièrement Lualaba au Katanga. N'est-ce pas? C'est de ça que nous parlons. Ou bien nous parlons de toute la République. Peut-être faudra-t-il que je puisse aussi aller sur toute la République. Et alors, vous m'avez posé la question de ce qui se passe chez nous et à Lubumbashi. C'est pour ça que voilà. Donc, ici je le dis, j'encourage les services à mettre la main sur tous ces délinquants-là. Qu'on les amène là-bas. Et s'il y a une erreur dans l'identification, comment résoudre ça? Alors, je sais que ce service, il y a toujours des personnes qui réfléchissent et ils vont travailler dessus. Monsieur Crispin Saloumou, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment un honneur et un plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous aussi pour votre fidélité politico. C'est à retrouver tous les vendredis, 19h30 à la radio, 20h juste à la télévision. Nous sommes en rediffusion tout ce week-end, disponible sur tous les réseaux sociaux, mais également en replay sur l'application officielle du groupe Canal+. Je fixe rendez-vous vendredi prochain, Dieu voulant. D'ici là, merci de nous rester fidèles.